Bonjour à tous. Pour ce nouveau débat du studio TV Acuité Silmo, nous allons parler business. En effet, dans les années à venir, on risque de voir un ralentissement du marché de l'optique. Dans ce contexte, les opticiens sont à la recherche de nouveaux relais de croissance. L'audiologie peut-elle en faire partie ? En tout cas, ils sont nombreux à le croire, puisque selon un sondage que nous avons réalisé en mars dernier sur notre site acuité.fr, 20,4% des opticiens développaient déjà ou allaient développer une activité audioprothèse et 27,4% disaient que cette diversification méritait d'être étudiée mais n'avaient pas encore pris de décision. Enfin, un peu plus de la moitié, 52, pensaient que ce sont deux métiers entièrement différents. Donc c'est ce que nous allons voir. Est-ce que l'audio est une activité complémentaire de l'optique ou est-ce qu'elle est déjà compatible et surtout est-ce qu'elle est rentable ? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni sur ce plateau Monsieur Alain Afflelou, qu'on ne présente plus. Merci Monsieur Afflelou d'être avec nous. Jérôme Boronat, qui est vice-président de Chris Group et qui a un magasin Chris et 2 centres audio. Richard Darmon, PDG de Amplifion France, qui est le numéro 1 mondial des centres audio. Fabrice Masson, directeur de la CDO-CDA, Centrale des opticiens, Centrale des audioprothésistes. Jérôme Schertz, président de l'US et d'Audition Conseil. Stéphane Solinski, directeur d'enseigne Audio 2000, qui propose des centres et des corners dans un monde coopératif. Et Maher Kassa, PDG de Galileo Business Consulting. Alors on va commencer par vous, Monsieur Alain Afflelou. Depuis cette année, depuis 2011, vous êtes intéressé au marché de l'audio, alors que si je me souviens bien, il y a 2 ans, vous disiez que ce n'était pas dans les compétences de l'opticien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, je confirme, ce n'est pas dans les compétences de l'opticien. Être audioprothésiste, c'est un métier en tant que tel, à part entière. Donc on est opticien ou audioprothésiste. Mais un opticien peut investir pour développer un centre de prothèses auditives. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait ? C'est ce que nous faisons. Donc expliquez-nous, ça s'appelle Alain Afflelou Acousticien, vous en êtes à combien de centres ? Comment se développe cette nouvelle enseigne ? On démarre juste. Nous aurons une 50aine de centres d'ici la fin de l'année. On doit en avoir une dizaine aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'avoir au moins un centre par grande ville d'ici la fin de l'année 2012. Donc on voit des images qui défilent de vos centres. Alors ce sont des centres exclusifs audioprothèses ou alors des magasins qui font à la fois de l'optique ou de l'audio ou c'est un mélange de tout ça ? Pour le moment c'est exclusif. Ce sont des centres complètement exclusifs, mais rien n'interdit lorsqu'on a un local dans lequel on peut exercer les 2 activités de le faire. Voilà. Mais on n'achète pas des lunettes chez un acousticien et on n'achète pas des appareils auditifs chez un opticien. Alors je crois avoir vu une photo d'un magasin où c'est quand même indiqué opticien et acousticien. Oui. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Ça veut dire qu'on doit avoir la possibilité de vendre des lunettes et d'être acousticien également. D'accord. Et on met acousticien parce que je suis audioprothésiste. Oui. Ça ne se sait pas, mais je le suis. Voilà. Alors Monsieur Boronat, ça fait de nombreuses années que vous développez le segment audio. Depuis 1997, je crois. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez donc une activité audio et optique. Est-ce que vous constatez un parallèle entre ces 2 segments ? Oui, tout à fait. Chez Chris Group, nous avons constaté qu'effectivement, ce sont 2 métiers qui sont des vrais métiers, qui sont des métiers séparés. Pour autant, nous avons des vraies synergies dans ces 2 métiers. Ce sont des vrais professionnels dans chaque métier. Nous avons chez Chris Group, 120 magasins qui ont des professionnels déjà qui exercent cette activité d'audioprothèse. Et ce que nous avons voulu avec la création de Chris Audition, c'est aider ces audioprothésistes, ces professionnels de l'audioprothèse à être un petit peu plus performants et utiliser notre savoir-faire chez Chris pour permettre qu'ils développent cette activité, qu'ils permettent à plus de personnes d'être équipées en audioprothèse. Merci. Alors, Richard Darmon, vous êtes exclusif audio, Amplifion France, et comme je disais, le leader mondial. Vous avez 12% de part de marché, avec 350 centres environ en France. Oui, exactement. Alors, si j'ose dire, de quel œil voyez-vous l'arrivée des opticiens tels que Alain Afflelou sur votre marché, sur vos plates-bandes ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de plate-bande lorsqu'on est dans une économie libérale. Mais par contre, ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, dans votre sondage, vous le rappeliez, il y a à peu près 20% des
centres d'audition en France qui sont l'émanation d'organisations d'opticiens. Donc il y a déjà cette réalité sur le terrain. Sinon, comment on peut voir arriver un nouvel entrant sur le marché? C'est peut-être le point plus général. Le principal problème, le principal enjeu de ce métier, c'est le développement de son image, de sa reconnaissance, puisque c'est un métier qui a un déficit d'image. Et donc, plus il y aura d'acteurs qui communiquent sur ces produits, sur ces solutions, et mieux on se portera. Donc, forcément, il y a un effet bénéfique. Par contre, c'est une tendance qui aujourd'hui est déjà largement entamée, et c'est intéressant de voir que le taux d'équipement de ce marché progresse assez vite, en particulier avec de la communication qui croît, en particulier avec la technologie qui évolue vite et qui apporte de vrais bénéfices aux patients, et avec aussi le nombre de centres qui augmente, parce que la proximité est évidemment un des critères de choix. Donc le nombre de centres dans ce métier, qui est aujourd'hui de l'ordre de 3600, qui progresse de 200 centres par an, c'est-à-dire il s'ouvre presque un centre par jour ouvrable sur ce métier, avant l'arrivée plus massive peut-être d'autres acteurs, est en bonne progression de ce point de vue-là. Donc il y a des éléments positifs forcément. Ce que l'on peut espérer avec l'arrivée de nouveaux entrants, c'est qu'ils participent à l'amélioration de ce marché, et on sait que l'amélioration de ce marché, ça passe par l'amélioration du bénéfice des clients. Plus les clients sont satisfaits, plus ils en parlent, et plus l'image s'améliore et le marché peut se développer. Donc il y a un cercle vicieux ou un cercle vertueux. C'est aux acteurs de le décider. Je crois que vous avez des chiffres là-dessus à nous commenter. Est-ce qu'on peut peut-être passer les slides de Monsieur Darmon en régie? Voilà, est-ce que vous pouvez nous commenter cette diapo? Oui, exactement. On a fait récemment une étude sur une période assez longue sur le taux d'équipement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 10 dernières années, avec une accélération depuis l'arrivée du numérique, le taux d'équipement en audioprothèse progresse de 1 point par an, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, on pourra toujours discuter du niveau que l'on retient, parce qu'il y a plusieurs hypothèses pour définir ces études, mais globalement, ce que l'on peut retenir, et ça c'est de façon assez certaine, progression assez solide du taux d'équipement. Donc en fait, effectivement, c'est un marché qui a un potentiel important, une demande aussi en croissance, dû au vieillissement de la population. Oui, bien entendu. Une dédramatisation aussi que je crois que les acteurs essayent de faire. On essaie de dramatiser la prothèse auditive. Exactement, et on voit là un autre indicateur qui est assez intéressant, et les deux sont liés bien sûr, c'est que les acteurs existants, les acteurs actuels ont investi dans les dernières années, il y a eu là aussi une très forte accélération, ont investi de plus en plus en communication. Et on voit que les investissements, et là c'est des chiffres généraux du marché, les investissements ont été multipliés par 3 en 4 ans. Donc là aussi, c'est un phénomène positif que moi j'interprète comme de façon extrêmement favorable, parce que, encore une fois, plus on parlera de ce problème de la presbyacousie, et plus on entraînera des patients à s'équiper. Alors, Monsieur Afflelou, vous êtes connu pour vos campagnes en optique. Vous avez lancé la campagne grand public pour Alain Afflelou acousticien? Non, pas encore. Avec le peu de centres que nous avons, on ne va pas se permettre de faire une campagne, mais ça ne va pas tarder. Dès qu'on aura, on devrait être présent dans les grandes villes comme Nice, Toulouse, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Paris, Strasbourg, Lille. Dès que nous sommes déjà à Nantes, dès que ces implantations vont être réalisées, ce qui ne saurait tarder, on fera une campagne grand public. Vous allez investir autant que pour vos campagnes optiques, pour un marché qui pèse quand même 5 fois moins? Non, on n'a pas prévu du tout de montant d'investissement. On va faire des campagnes que nous jugerons adaptées aux besoins et aux moyens que nous mettrons. Monsieur Masson, alors vous êtes sur les deux segments en centrale d'achat, centrale d'achat optique, centrale d'achat audio. Combien avez-vous d'adhérents qui sont sur les deux activités, à la fois adhérents à la CDA et à la CDO? Peut-être avant de parler du nombre d'adhérents qui sont dans les deux centrales, oui, nous sommes une centrale de référencement pour audioprothésistes indépendants
C'est important de le noter parce qu'il y a beaucoup de représentants aujourd'hui d'enseignes dans l'audio, mais le marché des audioprothésistes indépendants est tout aussi fort en audio qu'il l'est en optique. Maintenant, vous me demandez combien on a d'adhérents en CDA. Eh bien, nous avons 400 points de vente aujourd'hui adhérents, avec une centaine de points de vente qui se trouvent être chez des opticiens également adhérents à la CDO. Ce sont des synergies qui se sont faites un peu par hasard quelque part, parce que nous gérons les deux centrales de façon complètement autonome l'une de l'autre, avec des équipes dédiées. Parce qu'effectivement, ce sont deux métiers complètement séparés et notre rôle est quelque part d'être un peu facilitateur lorsque un audioprothésiste, parce que le besoin vient de l'audioprothésiste bien souvent, c'est vrai qu'on trouve des opticiens qui veulent accueillir, et le titre de votre débat aujourd'hui me gêne un peu, on trouve des opticiens qui sont toujours prêts effectivement à vouloir se diversifier et accueillir un corner en audio, un audioprothésiste, mais la volonté vient de l'audioprothésiste puisque c'est un marché qui est drivé par le nombre de diplômés. Et les courbes que j'ai vues tout à l'heure... D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est vrai que je crois que c'est quand même quelque chose de très important et un frein au développement du marché de l'audio en France. Je pense que les courbes, effectivement, du taux d'équipement dépendent aussi du nombre de diplômés installés qui contribuent à l'amélioration de l'équipement des Français. Voilà, donc pour vous, l'opticien n'a pas forcément intérêt à se diversifier dans l'audioprothèse. Vous pensez que c'est vraiment deux segments il y a beaucoup d'opticiens, et la preuve en est aujourd'hui, qui cherchent effectivement à se diversifier. Mais ils recherchent des relais de croissance. Le vecteur, en tout cas pour l'audiologie, sera surtout l'agrément, l'accord, la volonté d'un audioprothésiste de vouloir, lui, étendre sa zone de chalandise, mais qu'on lui propose de s'installer chez un opticien ou dans une pharmacie. Ce qui comptera pour lui, c'est la zone de chalandise avant tout et l'avantage que lui procurera le point de vente qui lui est proposé. Jérôme Schertz, alors vous aussi, vous dirigez l'USE audio, optique et audition santé. Conseil. Audition conseil. Oui, pardon, audition conseil, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Et vous prenez plutôt une séparation entre ces deux activités. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? Alors, effectivement, nous gérons donc aussi en termes de centrale d'achat des services pour audioprothésistes indépendants, mais nous avons aussi un package sous une enseigne. Audition conseil, c'est 300 centres en France ? C'est 300 centres en France, donc ce sont aussi des audioprothésistes indépendants qui sont eux regroupés sur une marque, donc Audition Conseil. Et effectivement, nous traitons ça comme deux métiers différents, et à la fois en interne, mais aussi on le vit aussi en activité sur le terrain. Et pour nous, ce sont vraiment deux métiers. Alors certes, il y a des synergies entre les deux ce sont tous les deux des métiers de santé, opticien, audioprothésiste. Ce sont tous les deux des métiers de proximité où le relationnel client est très très important. Et après, il y a des synergies aussi en termes de cible. Une partie de la cible des audioprothésistes se retrouve aussi dans les magasins d'optique. Mais encore une fois, je dis attention parce que ce sont vraiment deux métiers, deux approches clientèle différentes et on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc pas de diversification ou alors très mesuré et très réfléchi. Très mesuré, très réfléchi et oui, avec une grande réflexion sur ce sujet-là. Oui. Stéphane Solinski, donc vous êtes directeur d'enseigne Audio 2000, comme je le précisais en début d'émission. Alors vous, au contraire, vous préconisez aux opticiens d'ouvrir des corners audio dans leurs magasins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors tout d'abord, nous, on a l'avantage d'avoir un peu de recul sur ce que vous appelez une diversification, puisque Audio 2000 a été créé en 1999. Bon, donc une douzaine d'années avec l'ambition, non pas de se diversifier dans le sens diversification industrielle ou opportune, mais plutôt avec l'objectif de diversifier le service. Et le service à un client qu'on connaît très bien dans l'optique, c'est la métrope. Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Et le senior aussi, en typologie de clientèle, le senior. Et particulièrement le senior et le presbyte. Alors, sur beaucoup des points qui se sont dits jusqu'à présent, je m'accorde totalement. J'aimerais revenir sur trois d'entre eux plus particulièrement. Il est clair que quand on observe le malentendant, tel qu'on l'appelle, alors même si le terme est, je vous l'accorde, pas très heureux, il y a recoupement entre ce client, à 100%, il y a recoupement entre ce client et celui qui porte des lunettes. Je vais vous donner un chiffre. Il y a à peu près 3 millions d'amétropes qui transitent par les points de vente du groupe Optique 2000 par an. Il y en a à peu près, sur ces 3 millions, allez, vraiment à la grande maille,
un peu plus d'1 million qu'on peut considérer comme étant presbytes. Et sur ces 1 million de presbytes, il y en a à peu près, allez, toujours grande maille, un tiers qui est statistiquement concerné par des problèmes d'audition. Ce chiffre de à peu près 300 000, c'est précisément aussi celui qui correspond à la totalité des gens qui achètent tous les ans dans toutes les enseignes d'audio des appareils auditifs. Donc là, il y a une vérité qui est malheureusement arithmétique, une vérité de clients avant de parler de diversification, qui nous amène, nous, à penser que finalement, et je vais en venir au deuxième point, il y a des synergies à monter entre les métiers, qui sont deux métiers différents. Alors, ces synergies, ce sont lesquelles ? C'est tout d'abord des réseaux de distribution. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le malentendant, il veut quoi ? Il veut de la proximité, un service près de chez lui, oui. Il veut des centres où il sera bien accueilli et il veut un parking en face. Donc en fait c'est pratique pour lui d'avoir tout sur le même lieu. Oui, mais il y a une certaine logique là-dessus, mais c'est bien de le rappeler. Et ça c'est précisément déjà dans les points de vente de notre groupe, ce qu'on propose, et je parle des points de vente optiques. Donc ça, on peut parvenir à satisfaire ce client malentendant. Le troisième point, c'est qu'en procédant avec ces synergies, on pense pouvoir améliorer l'accessibilité prix aussi au sujet de l'appareil auditif. Alors ce sujet de l'accessibilité prix, on en parlera peut-être. Oui, mais parce que c'est aussi un des freins, je pense, au développement du marché. On verra peut-être avec Monsieur Darmon. Alors si ce n'est le premier, disent certains. Alors, quelle est la vérité entre le déclaratif et là aussi la réalité client ? On ne sait pas. En tout cas, en déclaratif, ce prix ressort. Et il est clair que nous, qui avons une distribution mixte à part égale entre centres dits intégrés et centres exclusifs, notre modèle économique qui permet d'avoir des centres qui économisent des coûts de marketing ou des coûts liés à des fonds de commerce ou des locations simplement de locaux, nous permet d'impacter positivement pour le consommateur nos prix de vente. Et tout ça, les 3 points, participent, on le pense, à finalement promouvoir le marché en ayant en tête qu'il y a entre 20 et 30% de gens qui sont équipés. On est avant tout sur un marché de sous-équipement. Ouais. Merci Stéphane. Alors Maher Kassab, donc vous dirigez le cabinet d'études Galileo Business Consulting. Vous étudiez de près le marché de l'audio et de l'optique depuis plusieurs années. Et vous êtes un fervent partisan de la diversification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors déjà pas tout à fait. Je dis simplement que les opticiens sont bien positionnés pour capter les opportunités de croissance que représente le marché de l'audioprothèse. Et quand je dis les opticiens, je ne parle pas de l'opticien lunetier en tant que métier, mais de l'opticien en tant que stratège, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur. C'est ça qu'on dit à Galileo. On ne dit absolument pas que ce sont des métiers similaires, ni même qu'il y a trop de synergie au niveau uniquement de la clientèle. On dit simplement que les opticiens en tant que chefs d'entreprise ont des atouts pour saisir une demande latente qui est en forte progression. Pas la même chose. Donc, pour revenir, pourquoi effectivement on croit à cette diversification ? Déjà, il y a des éléments de marché. Quand on est sur un marché comme celui de l'optique, qui progresse de 0 à 2% par an, peut-être un petit peu plus, pour progresser, il faut prendre des parts de marché. Quand on est sur un marché des aides auditives qui progressent de au moins de plus de 5% par an, on peut progresser sans prendre des parts de marché parce que le marché est en croissance. Excusez-moi, je vous coupe, le chiffre d'affaires moyen d'un centre d'audioprothèse, c'est combien ? Vous pouvez montrer le slide 1 ou 2 de la présentation. En régie, on peut m'envoyer le slide 1 ? Voilà. En fait, on a des centres principaux et des centres secondaires. Donc, il faut regarder aussi cette réalité. Nous, on préfère faire une distinction entre centre principal et centre secondaire. Centre principal, environ 324 000 €. Centre secondaire, 206 000 €. D'accord. Le centre secondaire n'est pas toujours ouvert. Donc, le marché des aides auditives, il est en progression. C'est vrai que c'est 2 fois moins qu'un magasin d'optique. C'est 2 fois moins, mais il est en très fort potentiel de croissance. Il est en potentiel de croissance parce qu'il y a un vieillissement démographique. D'ailleurs, je crois que ça impacte le taux d'appareillage parce qu'on a de plus en plus de seniors. Donc oui, c'est ce que disait Monsieur Darmon. Plus âgés. Parce qu'on est aussi plus exposé au bruit, de plus en plus. Oui, donc du coup, ça va toucher les jeunes. Je pense que les jeunes vont avoir des problèmes auditifs aussi. Parce qu'il y a des progrès technologiques qui permettent aujourd'hui de toucher des faibles niveaux de malentendance, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec des progrès également esthétiques au niveau des appareils, et tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de malentendants non appareillés. Donc par rapport à ces phénomènes, si vous voulez, les opticiens peuvent saisir ces opportunités. Okay. Ce qui nous amène véritablement à recommander à certains chefs d'entreprise de s'investir, c'est quand on voit les freins en fait à l'appareillage, on voit qu'ils sont nombreux, on voit qu'il y a plus de 5 millions de malentendants
quelque part. Ensuite, on peut diverger au niveau des chiffres en fonction de l'intensité. Et quand on regarde les raisons qui amènent d'un côté 5 millions de malentendants à quelques centaines de milliers, 300 000, 400 000 ventes d'appareils, on voit que la première raison, c'est qu'on ne sait pas que cette profession existe. La première raison, on ne sait pas que ce marché existe. C'est une des premières raisons pour un très grand nombre de malentendants. La deuxième raison, c'est que les aides auditives ont une mauvaise image. La troisième raison, c'est que les prix sont trop élevés. Et la quatrième raison, c'est qu'après être rendu en centre ou en magasin, on ne m'a pas relancé, j'ai attendu trop longtemps, on ne m'a pas fait la remise que j'attendais par rapport à des prix. Et je crois que par rapport à C'est un peu l'optique d'il y a 20 ans que vous décrivez. Je ne sais pas, j'étais pas sur le marché, mais par rapport à ces Monsieur points... Darmon, je ferai réagir Monsieur Darmon tout à l'heure là-dessus. Juste pour terminer, par rapport à ce point, c'est que c'est là où les opticiens ont des atouts à apporter. Ils ont une visibilité. Tout le monde se rend dans les points de vente optiques. Donc ils ont une visibilité de proposer au sein des centres optiques le métier d'audioprothésiste. Ce qu'on n'a pas quand on est audioprothésiste, puisque quand on est audioprothésiste, notre magasin n'est pas forcément fréquenté. Ils ont cette capacité à faire face à la dramatisation, ce qu'ils ont réussi dans les lunettes. Ils peuvent aussi y faire face. En aide auditive, on parle beaucoup de patients. Quand je vais chez l'audioprothésiste, on parle plus de patients que de clients. Pas patients, on est simplement a besoin effectivement d'un service. Ils peuvent peut-être aussi jouer sur le prix, sans rentrer dans une logique de low cost. Et puis, ce sont des professionnels du service, des relances commerciales, des mailings. Voilà. Maintenant, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà, donc justement, on verra. On ne peut pas faire ça n'importe comment. On ne peut pas effectivement aller chez son opticien et acheter des aides auditives. On ne peut pas avoir un embryon de magasin. Il faut avoir un concept de shop in the shop. On en parlait déjà il y a plus de 2 ans, c'est-à-dire un espace dédié, ouvert, à plein temps, avec des professionnels qui sont dédiés pour que ça puisse fonctionner. Et là, effectivement, pour avoir tout ça, il faut plus parler à l'entrepreneur opticien qu'au professionnel opticien lunetier. Alors effectivement, il y a des freins au développement du marché de l'audioprothèse. Monsieur Afflelou, vous avez parlé tout à l'heure de 50, d'un objectif de 50 centres, et pourtant, je crois qu'au début, vous parliez de 250 centres. Vous avez revu à la baisse vos objectifs de développement? 50 d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, oui. Voilà. Puis après, je pense qu'on peut ouvrir de très nombreux centres dans très nombreux endroits où nous sommes implantés en tant qu'opticiens, dans les villes où nous sommes implantés en tant qu'opticiens. Donc pour nous, nos opticiens sont un peu des managers qui ont envie de développer de l'activité. Ils peuvent se diversifier dans les tas de domaines. La diversification dans l'optique, c'est si on décide d'étendre son activité à l'audioprothèse. C'est pas le cas. C'est des gens qui veulent investir dans l'audioprothèse et pas dans la diversification. Alors, il y a des audioprothésistes. Il y a quelque chose de similaire. On ne parle pas du marché jusqu'à présent. Le marché, c'est quoi? C'est des gens, les presbyacousiques sont des gens qui ont environ 55 ans. Les presbytes ont 45 ans. On est dans un type de problématique de cousin germain. Et le monde de l'optique il y a 40 ans était un peu dans ce monde de l'audioprothèse d'aujourd'hui, où on parle de surdité, on parle de complexe. Il y a 40 ans, porter des lunettes, c'était un complexe. Porter des lunettes, c'était une prothèse. Et c'est le cas encore aujourd'hui sur la prothèse audio. Oui, voilà. Du reste, vous appelez ça une prothèse auditive. C'est pas pour rien qu'on n'a pas mis le nom d'audioprothésiste, de prothèse dans le nom. Je parle pas de surdité. Est-ce qu'on parle d'aveugle pour quelqu'un qui porte des lunettes? La surdité, c'est quand on est totalement malentendant, il n'y a plus rien à faire. Les appareils ne servent plus à rien. Donc je crois que tout ce qu'on met comme repoussoir pour la consommation, vous parlez de patient, c'est pas un patient, c'est un client, c'est un consommateur. Et lui, il achète un appareil auditif. Il ne se fait pas soigner de son trouble auditif. Il achète. En tout cas, c'est comme ça que nous le voyons. On verra si on réussira. Je pense qu'on y met les ingrédients. On a des professionnels autour de nous. Je suis audioprothésiste uniquement, j'en ai le diplôme. Je ne pratique pas depuis 30 ans. Je n'ai pas la prétention de vous parler des appareillages d'aujourd'hui. Je sais uniquement qu'en termes de marketing, les gens trouvent que c'est trop cher ou que c'est très cher. De toute façon, c'est toujours trop cher quand on est mal remboursé ou quand on n'est pas remboursé. Pour ça que il faut se battre là-dessus. D'abord pour informer. Et je crois ne pas considérer que c'est un marché fermé. Ce n'est pas un marché fermé, c'est pas un marché mystérieux, c'est pas un marché dans lequel qui est réservé qu'aux personnes âgées, voire aux vieillards. Tout le monde. Il faut souhaiter que tout le monde s'équipe un jour. Ça voudrait dire simplement qu'il a vécu jusqu'à 55 ans. Alors, d'abord, je vais faire réagir Fabrice Masson et après Monsieur Darmon. Voilà. Oui, parce que
À l'image de ce que l'on fait en optique, nous faisons également des études de marché auprès de nos adhérents et nous en avons fait une il y a 2 ans sur les clients des centres de nos audioprothésistes. L'âge moyen de premier appareillage était de 72 ans. Alors je sais bien que le presbyacousique fait rêver tout le monde et essaye de rajeunir le client moyen. Donc il y a un gros marché quand même. Alors ça fait rêver effectivement tout le monde. Néanmoins, ce client à 72 ans, il veut se déplacer un minimum pour aller se faire appareiller et faire régler son appareil. Ça explique la raison pour laquelle les audioprothésistes cherchent à se rapprocher toujours plus de ce client et cherchent à démultiplier le front de vente, le nombre de points de vente, dans lequel ils vont pouvoir assurer une vacation d'une demi-journée, d'une journée. Et c'est donc pour cela qu'ils répondent favorablement à des propositions d'opticiens qui proposent de les accueillir. D'accord. Monsieur Darmon, donc vous souhaitez réagir à ce qu'a dit, je crois, Monsieur Cassab et Monsieur Afflelou ? Oui, peut-être pour ajouter 2 points. Lorsque Monsieur Afflelou dit que le développement de l'information, informer, fera progresser le marché, je pense qu'on est tous d'accord. Une différence importante dans le processus d'un client qui rentre chez un opticien et qui rentre chez un audioprothésiste, c'est le fait que le client pour un audioprothésiste va principalement avoir comme objectif de ne pas s'appareiller. Parce qu'il est dans le déni, et on a oublié de parler de ce point, le principal obstacle, toutes les études l'ont montré, c'est que les gens ne veulent pas s'appareiller, tout simplement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être devenus sourds, ils ont l'impression de ne pas mal entendre, et il y a des raisons physiologiques parfaitement claires qui expliquent ça. Donc, du coup, le rôle de l'audioprothésiste est extrêmement important dans cet accompagnement. Et c'est cet accompagnement, ce travail qu'il va faire en empathie avec son client qui va lui permettre de progresser. Et donc, moi je voudrais plutôt insister sur, parmi les freins au développement du marché, aux points liés directement au client. Après, le prix, oui, bien sûr, le prix est un obstacle, mais là aussi, et là on converge totalement avec ce que disait M. Afflelou, le prix pour un client, c'est le reste à charge. Et le reste à charge, c'est un système de remboursement aujourd'hui de la prothèse auditive, que nous on préfère appeler aide auditive, qui est extrêmement faible. Bien sûr de la sécurité sociale, mais également des mutuelles et des assurances complémentaires. Donc là, on a effectivement un travail à faire, même si le temps économique ne s'y prête pas en beaucoup en ce moment. Alors je crois que M. Afflelou voulait réagir aux propos de M. Darmon. Non, j'ai dit simplement, concernant le fait que les gens ne veuillent pas porter de prothèse, je pense que toute la publicité qui a été faite jusqu'à présent, c'est fait pour décourager les gens d'avoir à porter des prothèses. Quand on a dit oui, il faut cacher, comme on des personnes, sans les citer, très âgées, donc je trouve que 70 ans, c'est même jeune par rapport à la publicité. De l'autre côté, dans l'optique, 99% des gens qui portent des lunettes paieraient pour ne pas en porter. Paieraient le même prix que ce que ça coûte pareil, finalement, pour ne pas en porter. Mais oui, je vous dis, c'était une prothèse. Aujourd'hui, les gens se font opérer au laser pour pas porter de lunettes. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le secteur de la chirurgie réfractive n'est pas en forte croissance. C'est pas la quantité qui compte. C'est le fait que ça existe. Ça veut dire qu'on ne porte pas des lunettes avec plaisir. On s'en fait une raison. Et aujourd'hui, c'est passé un peu plus dans les mœurs. Et c'est presque devenu un phénomène de mode. Monsieur non, Solinski, pas du tout. Excusez-moi, Monsieur Solinski voulait également réagir. Bon, moi je converge avec tout ce qui s'est dit là préalablement. Je souhaiterais juste apporter un petit complément sur le point qu'a souligné Richard, sur effectivement le fait que c'est avant tout un commerce par destination, la prothèse auditive. On ne va pas chez l'audioprothésiste par plaisir, on y va parce qu'on a vraiment un gros souci. Bon. Et je pense que c'est justement là où, une fois encore, il y a des vraies synergies qui sont à monter avec les magasins d'optique. Parce que quand vous avez la chance de voir transiter par un magasin d'optique un client qui a déjà confiance dans son opticien, l'opticien, attention, c'est pas un vendeur de chouchou, il s'occupe des yeux et de la vue. Et on n'en a pas parlé là, mais c'est quand même un sens qui vaut bien
celui de l'audition. Oui, bien sûr. Bon. Donc il y a un rapport de confiance, un rapport particulier. Moi-même, j'ai pas la chance d'être diplômé opticien ni audioprothésiste, mais je l'ai bien constaté, ce rapport particulier qu'il y a entre le client et son opticien. Et quand on a l'opportunité de passer cette confiance d'un professionnel de santé qu'est l'opticien à l'audioprothésiste, ce qu'on essaye de faire nous, quand on monte des collaborations sur le terrain, que ce soit entre des centres exclusifs ou des magasins d'optique ou via des centres intégrés, eh bien quand on a cette chance-là, on constate qu'on participe à faire développer le marché et qu'on n'oblige pas quelqu'un à, comme l'a dit Richard, franchir le pas de porte, qui est déjà un signe de maturité importante de la personne par rapport à sa reconnaissance, quand je dis la reconnaissance de son handicap. Voilà. Donc là, c'est plutôt une opportunité que d'être associé à des magasins d'optique, il me semble. Alors, Monsieur Boronade, Fabrice Masson, je vous ferai réagir après, mais vous êtes vraiment au contact de ces clients. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que viennent dire Monsieur Solinski, Monsieur Darmon, Monsieur Afflelou? En fait, ce qui est très intéressant dans la discussion, c'est que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a des vraies synergies et sur le fait qu'en fait, il y a une vraie capacité de développer ce marché. Et je pense qu'effectivement, est-ce que c'est une diversification souhaitable? Eh bien, c'est aussi peut-être une diversification souhaitable pour ce marché, parce qu'on se rend bien compte que pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici, l'accès à un front de vente plus nombreux, une dédramatisation de l'acte d'achat qui est déjà très très bien géré par nos réseaux d'opticiens. Donc c'est une diversification qui est souhaitable parce qu'il va faire grandir tout le marché et c'est tout à fait dans cette optique que Chris Audition a été conçu. Monsieur Masson, vous souhaitez intervenir? Oui, je voulais réagir encore une fois en remettant l'audioprothésiste au cœur de cette diversification induite par la volonté des audioprothésistes de se développer. Encore une fois, l'audioprothésiste arrive dans un corner chez un opticien parce qu'il veut développer sa zone de chalandise. Il va commencer par une vacation d'une demi-journée, puis d'une journée. La clientèle va effectivement être habituée à voir ce type de service chez l'opticien. Peut-être qu'il arrivera à 5 jours. Je doute, mais en tout cas, le jour où il pensera pouvoir remplir une semaine entière et donc occuper une secrétaire à temps plein, il s'installera dans un deuxième centre à temps plein, un centre exclusif, et à l'opticien la charge de devoir remplacer son audioprothésiste pour maintenir ce service. En tout cas, la CDA a 15 ans, la CDO 30 ans, c'est ce que nous commençons à constater sur ces corners, les premiers corners qui se sont installés. On constate qu'effectivement, l'audioprothésiste utilise l'optique pour se développer et lorsqu'il a une activité suffisante sur un bassin de clientèle, il crée un nouveau centre. Un centre exclusif. Monsieur Cherchou, donc Fabrice parlait des audioprothésistes qui exercent en vacation une demi-journée, une journée. Je crois que vous êtes pas trop, vous pensez que c'est pas la solution, que quand on se met dans l'audioprothèse, il faut le faire vraiment à temps plein. Tout à fait. Je crois que on l'a vu, la moyenne des personnes appareillées, c'est 72 ans quand même, ou du premier appareillage. Ces gens-là ont besoin d'attention, de service. Et encore une fois, il faut que ce service soit présent dans le magasin. Donc imaginez pouvoir ouvrir un corner dans un magasin d'optique sur une surface de 20 mètres carrés, soit à l'étage, soit en sous-sol, comme ça s'est fait ces dernières années. C'est un peu illusoire. Voilà, ce temps est fini. Les acteurs de l'audioprothèse maintenant sont très organisés, des gens comme Amplifon, Audica et d'autres chaînes, donc sont vraiment très très organisés, ont beaucoup réfléchi aussi sur le marketing, donc par rapport aux remarques de Monsieur Afflelou, on a déjà, tout ça a déjà été beaucoup travaillé sur l'aspect psychologique de l'appareil pour les clients. Et donc je suis persuadé que l'audioprothèse marchera avec un service bien présent dans le magasin. Et ça peut même aller à l'encontre de l'opticien d'ouvrir un corner et d'être présent uniquement une journée par semaine pour ses clients, parce que le client à la fin va être déçu. Mais il y a quand même un problème, c'est celui du diplômé, c'est qu'il y en a très très peu. Et donc trouver quelqu'un qui exerce à temps plein dans son magasin, je pense que c'est vraiment un gros frein au développement d'une activité audioprothèse telle que vous la concevez. Et tout à fait, mais c'est bien pour ça que le marché, le nombre de points de vente d'audioprothèses n'est pas aussi développé qu'on peut le trouver en optique. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie de la donne et il faut jouer avec, on n'a pas le choix. Et Monsieur Darmon, vous faites comment, vous, chez Amplifon, par rapport à ce manque de diplômés? Eh bien, c'est vrai que c'est une difficulté, le recrutement de diplômés. On a un petit peu de chance de ce point de vue-là parce que comme on a un réseau relativement important, on a plus de 200 audioprothésistes et qu'on a un gros travail de formation des audioprothésistes,
on attire beaucoup de jeunes qui ont envie de se former de façon très professionnelle dans un réseau qui a beaucoup travaillé effectivement sur la prise en charge de nos clients et l'accompagnement. Donc on n'a peut-être pas trop de difficultés là-dessus. Il n'en reste pas moins qu'il manque d'audioprothésistes. Nous militons pour que le nombre de diplômés augmente, pour que le nombre de diplômés qui sortent des différentes écoles puisse croître. Il y a combien d'écoles ? Il n'y en a que 4 aujourd'hui ? On pense que les choses vont avancer. Et pourquoi c'est si limité ? Il y a 5 écoles. Et pourquoi c'est si limité ? Il faut demander au ministère de la Santé et de l'Éducation pourquoi on n'arrive pas à ouvrir plus d'écoles. Là aussi, c'est une différence significative avec le marché de l'optique, avec le monde de l'optique, puisque il ne s'agit pas d'un BTS, mais d'un diplôme d'État. Ouais. C'est le ministère de la Santé qui a décidé ça. Il y a eu aussi un passage de 2 à 3 ans des études, ce qui a créé aussi une augmentation de cette pénurie, puisque pendant 1 an, il n'y a pas d'audioprothésiste qui est sorti sur le marché. Mais la logique et la tendance aujourd'hui, elle est plutôt, je crois, tout le monde a pris conscience. On a beaucoup poussé, nous en ce qui nous concerne, et même à l'intérieur du syndicat auquel on participe, on a beaucoup poussé pour que cette prise de conscience débouche sur des actions. Et on voit quelques résultats aujourd'hui sur les nombres de diplômés. Monsieur Boronat, comment vous faites, vous, par rapport à cette pénurie de diplômés ? Comment vous en trouvez ? Comment vous avez embauché quelqu'un à temps plein ? Ce sont des vacations ? Alors, il ne faut pas se voiler la face, c'est un vrai problème et c'est un vrai frein au développement de ce métier. Nous, chez Chris Group, nous avons déjà dans nos magasins 120 centres, 120 espaces dédiés à la pratique de cette profession. Donc on est vraiment dans une démarche de développement de l'existant. On n'est pas pour l'instant dans une démarche effectivement de recherche à tout va, d'ouverture de points de vente. On est dans une démarche d'organisation, de développement de l'existant. Et nous avons la chance dans notre groupe d'avoir déjà un nombre de diplômés et un nombre d'espaces dédiés qui est très important. Monsieur Afflelou, cette pénurie de diplômés, vous la sentez dans ce début d'activité en audioprothèse ? On sait qu'elle existe et puis on se débrouille, on fait avec les moyens du bord. Qu'est-ce que vous appelez les moyens du bord ? C'est des choses qu'on fait nous, que nous faisons. Je vais pas. Vous faites venir des audioprothésistes espagnols ? Non, pas encore, mais je veux dire que on a des solutions. Voilà. Et Monsieur Masson, je crois que vous souhaitez prendre la parole ? C'est un peu la conséquence de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement les enseignes peignent à recruter pour une raison simple, c'est que un diplômé en audioprothèse, un audioprothésiste donc a conscience que son diplôme a de la valeur. Il le valorise bien à l'embauche. Alors il va effectivement se former dans des réseaux succursalistes pendant un certain temps. Et ensuite, heureusement pour nous, ils sont entreprenants et ils s'installent en tant qu'indépendants. Et nous les voyons arriver à la CDA et dans les groupements d'indépendants. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le marché de l'audioprothésiste indépendant est très porteur, et puisque le marché est également porteur. Monsieur Baer, vous souhaitez commenter ce qui vient d'être dit ? Sur quoi exactement ? Sur la pénurie de diplômés en audioprothèse ? Oui, sur tout ce qui vient d'être dit. En audioprothèse, nous, ce qu'on appelle le capital humain, c'est un des vecteurs de succès. La capacité qu'auront des entrepreneurs à attirer des audioprothésistes et à les garder, à développer leur potentiel, c'est un facteur de succès. Les enseignes optiques qui se lanceront et qui arriveront à trouver des terrains et des deals, des contrats gagnants-gagnants, pas forcément collaborateurs salariés avec les audioprothésistes, arriveront à trouver la clé. Non, il y a quand même des choses qui n'ont pas été exploitées pour, développer quand même ce marché. Déjà, c'est une question de standardisation des tâches. Quand on regarde par exemple la remarque que vous faites sur notamment est-ce qu'il faut ou pas une journée par semaine, 2 journées par semaine d'activité d'aide auditive. Déjà, le monde de l'audioprothèse, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de centres qui s'appellent des centres secondaires, qui sont uniquement dédiés à l'activité d'aide auditive et qui sont ouverts. Ça veut dire sont ouverts seulement 1 ou 2 jours par semaine ? 1 ou 2 jours par semaine. Ça veut dire que l'audioprothésiste, il passe beaucoup de temps en déplacement, effectivement, pour juste accueillir les personnes. Donc il n'y a personne pour le réceptionner. Donc, ou une assistante. Ou une assistante, mais pas forcément. Déjà, je crois qu'il faut que les centres grossissent au niveau unitaire pour qu'elles puissent drainer plus de clients et de permettre à ce qu'il y ait un audioprothésiste à plein temps. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent effectivement de l'activité administrative dans les centres, de l'activité commerciale, de l'activité relance, de l'activité qui prend du temps à l'audioprothésiste. En plus, les audioprothésistes n'ont pas envie de faire ça, ne sont pas formés souvent pour faire ça.
ça permettrait effectivement de faire grossir le marché sur une zone de chalandise. Et ça, c'est un temps effectivement qui manque. C'est ce que peuvent peut-être apporter les investisseurs optiques sur le sujet. C'est-à-dire de chercher à non pas m'étendre en augmentant le nombre de points de vente, mais augmenter le nombre de patients qui rentrent. Et pour ça, ils ont un atout, c'est qu'ils ont dans leur grand point de vente, ils ont beaucoup de personnes qui sont latentes. Et ils peuvent travailler justement sur la baisse de l'âge d'appareillage. Quand on dit qu'il est à 72 ans, ça veut dire qu'entre 60 et 70 ans, il y a énormément de presbytes, sans doute, qui méritent potentiellement d'être appareillés, à qui on n'a jamais rien proposé, et qui de toute façon, pour le savoir, vont devoir passer chez leur médecin ou chez leur ORL. L'opticien qui a un espace shop in the shop avec un audioprothésiste dédié peut faire ça pour augmenter le nombre de ses clients. Puis un autre point quand même, le marketing, même si on a travaillé dans la relation client, effectivement, on cache l'aide auditive. Moi, j'ai pas encore vu de griffe d'aide auditive. Non, sais pas mais si ça une peut bonne peut-être idée. arriver. Mais il y a aussi cette stratégie d'offre aussi à créer dans ce marché, comme elle a été créée dans les lunettes, à un moment donné, pour faire parler de ça. Donc, je crois que les opticiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de se dire est-ce qu'ils ont une place sur ce marché et comment ils peuvent la prendre. Je ne pense pas qu'ils peuvent la prendre en ayant, par exemple, uniquement des corners. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'ils peuvent saisir des opportunités. Je pense que mon voisin le fait bien, c'est très bien. Mais je ne pense pas que c'est l'avenir de l'audioprothèse d'avoir juste des corners chez les opticiens. Magasins. En revanche, d'avoir une stratégie d'offre, une stratégie marketing, un travail plutôt sur l'appareillage en informant les clients des bonnes techniques de sensibilisation qui peuvent aussi mobiliser d'autres personnes que l'acousticien. Ça, effectivement, ça peut permettre d'encourager. Et puis les fabricants peuvent aussi contribuer à ça. Monsieur Solinski ? Alors moi, juste pour revenir sur le point de comment on recrute des diplômés. Alors c'est compliqué, hein, personne ne pourra dire le contraire. En ce qui nous concerne, le diplômé, celui qui nous rejoint principalement, c'est pas celui qui sort de l'école. En général, celui qui sort de l'école, dans la très grande majorité des cas, il va profiter d'un salaire coquet, dans des entreprises qui arrivent à financer ce salaire et qui l'embauchent. Les salaires d'embauche en audio, ça commence à combien ? Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Et moi, je suis très, très mal placé pour vous parler de salaire, puisque nous n'embauchons personne chez Audio 2000. Monsieur Darmon, vous embauchez à combien vos jeunes recrues ? Je pense que la moyenne du salaire d'embauche de jeunes diplômés doit se situer un peu au-dessous de 3 000 euros. 3 000 euros. C'est-à-dire qu'on constate en Donc province des on salaires. entend parfois sont... parler de 4 000 euros pour un jeune diplômé. C'est qu'il est très bon. On entend. Ça dépend de sa capacité aussi à rencontrer pas mal d'interlocuteurs pour son premier job. Mais pour revenir à ça, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le diplômé qui s'est déjà formé sur le terrain et qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Plus personne ne parle de corner aujourd'hui dans l'audio. Alors, le shop-in-shop, je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus, mais corner, en tout cas, c'est inexact. Aujourd'hui, on fait des magasins... Excusez-moi Stéphane, shop in the shop, c'est des espaces pour nous d'au moins 20 mètres carrés, insonorisés, avec quelqu'un à plein temps. Oui, mais ça, c'est la loi. Donc, la loi, on est là pour la respecter, on la respecte strictement. La question, c'est pas de savoir si on la respecte, d'ailleurs, c'est de savoir où on met le niveau de l'ambition. Dans des magasins d'optique tels qu'on les monte aujourd'hui, qui ont des surfaces, on va dire, idéalement supérieures à 100-120 mètres carrés, quand on imagine mettre un espace sur l'audition, on le conçoit dès la conception même du magasin. Donc là-dessus, ça fait un environnement qui est tout à fait digne pour un jeune diplômé. Et pour en revenir à ce jeune diplômé, je peux vous garantir que quand il veut se lancer dans une activité autonome, ce jeune diplômé, et qu'il se retrouve confronté à la perspective de monter un commerce dédié, en emplacement numéro 1, avec un système de charge qui est extrêmement conséquent, et aussi avec un business qui met beaucoup plus de temps à décoller que dans l'optique, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, quand on lui propose sur un même territoire, et c'est ce qui fait aujourd'hui l'attractivité d'Audio 2000, quand on lui propose sur un même territoire d'adosser son développement à des magasins d'optique de qualité, avec des professionnels de l'optique qui sont touchés par la santé déjà en termes de problématiques et qui peuvent faire un apport de synergie en termes de marketing et de fichiers clients, ça lui permet à ce jeune de se lancer dans la vie active en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, merci Stéphane. Je voudrais aborder un dernier point, c'est-à-dire très très pratique. Je suis opticienne, j'ai envie de développer une activité audio. Est-ce qu'il y a, Jérôme, une typologie à respecter ? Est-ce qu'il y a une surface minimale et quel est le montant de l'investissement à prévoir ? Jérôme Schertz, oui, s'il vous plaît.
C'est une question un peu difficile. Là. Nous, on est plutôt dans la gestion des centres exclusifs, de centres exclusifs au sein d'Audition Conseil. Après, il n'y a pas de typologie particulière. Encore une fois, il faut prévoir une surface minimale de combien en tant que corner, enfin pour faire pour développer une activité audio de manière sérieuse et réfléchie. Dans un magasin optique, je rebondis sur ce que disait Stéphane, c'est-à-dire qu'il faut tout dépend de l'ambition qu'on a. Si on veut vraiment faire une activité, il faut, moi à mon avis, plus que 40 mètres carrés, 40-50 mètres carrés, une vraie cabine, du personnel. Et le montant financier de l'investissement, vous pouvez le chiffrer ? Difficilement, mais en tous les cas, tout le besoin minimum technique en termes d'appareillage et d'insonorisation, on tourne dans les 20 000 euros. 20 000 euros. 25 000 euros, je sais pas. 20 000 euros, Monsieur Darmon. Je pense que c'est certainement un petit peu plus que ça, puisqu'il y a à la fois du matériel, il y a la construction d'une cabine insonorisée. La loi prévoit également qu'il y ait une salle d'attente spécifique pour recevoir les clients audioprothèses différentes de celles des opticiens. Donc, je suis d'accord avec ce que dit Jérôme, il faut ou Stéphane, il y a un espace, une surface minimum. Parce que c'est vrai que quand on minimum, voit vos magasins ou ceux de Monsieur Afflelou, on sent qu'il y a quand même un investissement supérieur à 20 000 euros. Oui, absolument. Je confirme. Monsieur Maher, je crois que vous disposez d'une étude sur l'opinion des audioprothésistes quant à l'arrivée des enseignes d'optique. Oui, effectivement. On a posé notamment cette question, elle ne porte pas que là-dessus. C'était récent, vous avez les résultats en fait qui sont ici. On leur a posé des questions sur les assureurs et l'optique. Finalement, ils sont beaucoup plus inquiets par l'arrivée des OCAM sur leur marché. Donc là, effectivement, c'est un vrai parallèle avec l'optique. Alors que pour l'instant, ils sont pour l'instant encore peu exposés, que l'arrivée des opticiens. Vous en avez certains qui disent à peu près un tiers, on est serein, ça va augmenter notre marché, ça va développer la visibilité. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas appareillés, donc ça va promouvoir notre métier. Vous avez un tiers d'inquiets, puis vous avez un tiers effectivement qui disent de toute façon ils ne marcheront pas aussi bien que nous. Donc on a globalement des avis très partagés, mais on n'a pas non plus un rejet de la part de l'ensemble des audioprothésistes de l'arrivée des groupes optiques en fait sur ce secteur. Ce serait bien de faire l'étude inverse, c'est-à-dire d'avoir l'opinion des opticiens sur l'arrivée d'audioprothésistes sur leur secteur. Non, parce que les audioprothésistes n'arrivent pas sur leur secteur. On est sur un secteur au niveau optique mature, donc on pense pas qu'il y aura des audioprothésistes. Monsieur Darmon, c'est pas du tout dans les objectifs. Ça fait pas partie de nos stratégies. Par contre, nous sommes habitués à cohabiter, puisque parmi les 350 centres que nous avons, que vous avez cités, il y a aussi des centres qui sont accueillis dans des magasins d'optique. Et ça ne nous pose aucun problème. Et souvent, avec des opticiens dynamiques, on s'aperçoit qu'il y a des choses intéressantes à faire. Mais c'est réservé, enfin nous on le réserve tout au moins, et ça prend toute sa justification plutôt dans des petites villes où il est difficile de trouver son équilibre, peut-être tant pour l'opticien, mais surtout pour l'audioprothésiste, pour apporter un vrai service de qualité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Merci. Le mot de la fin, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, très brièvement. Non, très brièvement, je confirme le point de Richard. Effectivement, aujourd'hui, même les succursalistes ont une partie de leur développement qui se fait adossé au magasin d'optique ou en général en bon emplacement, juste en face dans la rue qui va bien, quoi. Merci. Donc il n'y a pas d'opposition nécessaire. D'accord. Très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, de nous avoir éclairé sur cette diversification éventuelle. On l'a vu que c'est pas systématique, c'est pas si facile. Pour l'optique, il y a des freins, le nombre de diplômés, il faut démystifier la prothèse et dire qu'effectivement c'est une aide auditive, comme vous le disiez. C'est, je crois, ce qu'est vertu à faire Monsieur Afflelou. Vous voulez dédramatiser le port de la prothèse auditive dans vos centres acoustiques. Et on voit qu'effectivement ce sont des centres très très jolis. Donc ça reste aussi un deuxième métier qui n'est pas vraiment identique à celui de l'optique, même si des parallèles peuvent être effectués. On se retrouve à 16h30, toujours avec Monsieur Afflelou pour un tout autre sujet, surtout sur les complémentaires santé. Il sera face à Marianne Bins, directrice de Santé Claire. Messieurs, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite une très très bonne après-midi, un très bon Silmo.